Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir, jeunes camarades. Bonsoir Elisabeth. Si jeune. L'actualité économique en France, c'est le démarrage, vous le savez, de la saison des soldes et l'angoisse des commerçants de prêt-à-porter, notamment car si les Français achètent toujours plus de vêtements, c'est sur les plateformes asiatiques de fast fashion, de mode express, type Chine, Temu ou AliExpress. Pour lutter, une proposition de loi anti-ultra fast fashion a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Ce vote montre vraiment la volonté historique de la France de légiférer sur ce sujet de l'ultra fast fashion. Et ce n'est qu'une première étape puisque nous irons plus loin sur les différents enjeux de cette ultra fast fashion. Cette loi est-elle une loi protectionniste anti-Chine et anti-Chine aussi, ou une loi qui permettra de lutter contre les ravages environnementaux liés à cette mode ultra jetable? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et là, émerveillement. Des étoiles, l'Agence spatiale européenne a livré hier ces images folles que nous donne le télescope spatial européen Euclide. Ouais. C'est le cœur de la Voie lactée que nous voyons. Et je vous propose, Elisabeth, une histoire sous un ciel étoilé. Et vous, Marie? Une expérience scientifique assez fascinante. Des volontaires au Royaume-Uni se sont glissés pendant des semaines dans la peau d'une loutre, d'un ver de terre ou d'un faucon ou d'un saumon. Il paraît que c'était fort en émotion. On en parle tout à l'heure. Et puisque vous parlez de vers de terre, on va parler des vers de mer. On va recevoir un biologiste marin et entrepreneur en lice, d'ailleurs, pour le prix de l'inventeur européen 2026, Franck Zal. Il est génial. Il a dédié 30 ans de sa vie à un zigouigoui annelé qui pèse 2,5 grammes, le ver de vase. Car le sang de l'arénicole, c'est son nom, buzuc en breton, a les mêmes propriétés absolument uniques et précieuses que celui de l'homme. Zal a imaginé donc des applications pour la conservation des greffons ou la cicatrisation des grands brûlés. On le retrouve tout de suite. Franck Zal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sport. Bonsoir. Aussi fasciné que moi par votre aventure avec le ver de vase. Est-ce que vous voulez nous rappeler qui est cet arénicole, ce petit ver de vase qui pèse 2,5 grammes et qui vit en moyenne 6 ans, et qui a changé votre vie? Complètement. En fait, alors c'est un organisme marin, un invertébré, alors qui est très très vieux, puisqu'il a 450 millions d'années. En fait, c'est les premiers organismes qui ont quitté l'océan pour aller coloniser la Terre. Ils sont passés par où? Par la plage. Lui, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté sur la plage. Et ses cousins sont allés dans les jardins, ce sont les vers de terre, d'autres dans les rivières, ce sont les sangsues, mais tout ça, c'est la grande famille des vers. Bon, alors on va voir votre portrait réalisé par Gaël Legras pour voir les découvertes assez extraordinaires que vous avez faites et puis les applications autour de cette annelidée, comme on dit. C'est ça. Le voilà. Franck Zal, un ver qui vit dans le sable des plages du littoral atlantique, peut-il réparer les vivants? Vous êtes biologiste marin et vous avez consacré votre vie à l'étude de ces vers arénicoles. Pour nous expliquer les vertus de cet animal apparu sur Terre il y a 450 millions d'années, vous avez le profil idéal. Né à Paris en 1966, vous grandissez près de la gare Montparnasse. Enfant, vous êtes fasciné par l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. À 21 ans, vous assistez à une conférence de Cousteau donnée à l'Institut océanographique de Paris. Continuez vos études, faites de la biologie marine, vous dit le commandant. 9 ans plus tard, en 1996, vous soutenez votre thèse de doctorat en sciences biologiques. Vous intégrez le CNRS et sa station de Roscoff. Vous vous intéressez donc au ver arénicole qui, à marée basse, parvient à vivre grâce à l'oxygène emmagasiné pendant la marée haute. Vous découvrez que son hémoglobine présente les mêmes caractéristiques que celles des humains, mais qu'elle fixe 40 fois plus d'oxygène. Il n'y a pas de système de type Rhésus ou ABO, donc c'est un sang universel. En 2006, vous quittez le CNRS, vous levez des fonds pour créer l'entreprise Emarina à Morlaix. Vos découvertes fondamentales trouvent vite des applications. Grâce à ces vers, vous pouvez allonger la durée de vie des greffons. Le temps de conservation d'un rein, c'est 12 heures. Avec ce produit, on est capable de garder pendant une semaine. Un poumon, aujourd'hui, c'est 6 heures. Avec ce produit, on est capable de le garder 48 heures. Et des équipes canadiennes sont en train d'aller jusqu'à la semaine de conservation. En 2018, le professeur Laurent Lantieri pratique une greffe du visage sur un patient breton et constate un autre effet positif. Lorsqu'on a eu plusieurs heures sans oxygène et qu'on lâche le clan qui tient l'artère, ça met du temps avant que le visage redevienne rose. Et là, lorsque j'ai lâché, j'ai eu un visage qui est redevenu rose tout de suite. Vous créez également un gel pour guérir les parodontites ou encore des pansements qui améliorent la cicatrisation et soignent les grands brûlés. Aujourd'hui, vous précisez,
L'innovation, ce n'est pas forcément aller sur Mars. En marchant sur la plage, on peut faire des découvertes pour la médecine. C'est bien résumé. C'est en marchant sur la plage de Roscoff que vous êtes tombé en arrêt devant un verre de vase et vous vous êtes dit mais quel organisme incroyable qui peut rester pendant 6 heures sans respirer grâce à l'oxygène emmagasiné en attendant que la mer remonte. Et là, Eureka, comme aurait dit Archimède. En fait, essayer de comprendre son environnement, la question elle était basique, c'est comment il fait pour respirer entre la marée haute et la marée basse. Moi, je ne sais pas le faire. Il y a sûrement un mécanisme. Et j'ai travaillé sur le sang de cet animal et j'ai fait cette découverte, l'ancêtre de nos globules rouges qui était présent chez ce ver marin. Quand vous avez monté votre entreprise, on vous a traité de dingue? Ah oui, complètement. Oui. Sauver des gens avec un ver marin, j'étais un dingue, pendant plusieurs années d'ailleurs. Ouais. Dingue de vouloir créer des applications qui allaient soigner les humains, qui allaient notamment aider à préserver plus longtemps les greffons, c'est ça? Pourquoi c'est ça. dingue? Mais parce que, en fait, vous imaginez un ver sur la plage, donc vous allez dire, vous êtes en train de révolutionner la médecine. Donc c'est Schopenhauer qui a dit qu'en fait, une innovation de rupture, c'était à peu près 20 ans. D'abord, c'est ridicule, après, c'est dangereux, et maintenant, c'est évident. Et les gens, aujourd'hui, me disent, j'y avais pensé avant toi. Oui. Mais tout ça, c'est un chemin de 20-25 ans. Oui, 20-25 ans, c'est ça. Une des prochaines applications, c'est que ça pourrait remplacer le sang lors d'une transfusion sanguine. Exactement. Donc là, il va y avoir un papier qui est en train de sortir avec Imagine, l'Institut Imagine à Paris, hôpital Necker. On a montré que l'utilisation de ce produit était intéressant pour lutter contre la crise occlusive des drépanocytaires. C'est une maladie génétique qui va boucher en fait la circulation sanguine. Donc là, ça fonctionne extrêmement bien. Et à côté de ça, en fait, on est contacté par la NASA, par le CNES pour aller amener du sang en poudre dans l'espace. Donc ça dépasse complètement. Du sang en poudre? Oui, on est capable de faire l'équivalent d'une poche de sang en poudre. Quand vous donnez votre sang, en fait, aujourd'hui, c'est 42 jours à 4 degrés. En plus, on a des typages sanguins différents. Là, c'est une hémoglobine qui peut être lyophilisée, 5 ans de date de péremption à température ambiante, sans typage sanguin. On peut faire des stocks. Mais racontez-nous, donc, ces vers de vase, ils sont cultivés dans des fermes gigantesques du côté de Noirmoutier. Ensuite, ils sont congelés. C'est des tonnes de vers. Oui, alors, en fait, bien évidemment, moi, j'étais biologiste marin, j'allais pas défaunner toutes les plages de la côte atlantique, donc j'ai mis en place un élevage. Donc, de la reproduction. De la reproduction, donc en fait, dans une ferme. Cette ferme fait 13 hectares, on fait 30 tonnes d'arénicole à l'année. Et donc, à peu près 4-5 mois pour les faire pousser d'une larve à un ver de 2 à 5 grammes. Et ensuite, on les congèle et on les extrait. Donc, il y a tout un process d'extraction de cette molécule dans les conditions pharmaceutiques. La molécule M101. Voilà, c'est l'hémoglobine extracellulaire M101 que l'on va après extraire et qu'on va façonner en liquide, en gel, en lyophilisé, en fonction des applications qu'on utilise. Alors, vous n'êtes pas le seul à tenter de conserver plus longtemps des organes, comme on dit, des greffons. On va en parler avec vous et avec Anna. Oui, une nurserie de greffons vient d'être inaugurée il y a 10 jours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est un service de points inédit en Europe où on bichonne là-bas les greffons de foie et de rein comme des bébés. Jusqu'à maintenant, les organes étaient placés dans des glacières dès leur arrivée, avec un délai de 8 à 12 heures maximum avant d'être réimplantés. Et dans la nurserie, dorénavant, ce sont des machines qu'on voit ici, spécialement développées par des chercheurs qui vont permettre d'oxygéner un foie, par exemple, de le perfuser et donc de le conserver jusqu'à 20 heures, selon le chef du service. Et la nurserie doit aussi permettre de réparer des greffons vieillissants ou avec des lésions pour permettre d'augmenter le nombre de greffes de 10% à terme. Alors, est-ce que vous, avec vos vers, vous arrivez à des durées de conservation qui sont un petit peu plus élevées quand même? Est-ce que vous pourriez nouer un partenariat ou alors est-ce que vous êtes concurrent? Alors, non, on n'est pas concurrent. Puis en fait, toutes les machines en fait, ont besoin d'un transporteur d'oxygène. En fait, on ne peut pas respirer du gaz sans transporteur d'oxygène. Donc, si on fait buller de l'oxygène dans ces machines, ça va être extrêmement négatif. Donc, il faut un transporteur d'oxygène. On a déjà travaillé avec ces sociétés qui produisent ces machines parce qu'on a besoin d'une circulation et on met nos molécules dans ces machines et ça marche extrêmement bien. On a fait ça avec des cœurs. Des cœurs, normalement, c'est 4 heures entre le moment où vous allez le déconnecter et au moment où vous allez le greffer. Nous, on a fait 11 heures et on a arrêté la manie parce qu'on avait démontré que ça marchait. Donc, en fait, toutes ces machines utiliseront à plus ou moins long terme, en fait, nos technologies. Dites, dans beaucoup d'entretiens, vous avez dénoncé les lourdeurs administratives en France. Par exemple, 20 000 pages pour un dossier de mise d'une autorisation sur le marché. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé s'il fallait quitter la France ou pas? Alors, en fait, plutôt le contraire, je me dis, c'est à eux de quitter la France et moi, je suis là. C'est à un moment donné, en fait, tout ça, c'est issu en fait, de la recherche fondamentale. C'est vous qui avez payé mes travaux. Hein. Donc, en fait, à un moment donné, moi, mon but, c'était de rendre vers la société ce que vous avez payé. Et donc, c'est vrai que c'est un peu difficile, en fait, de penser que, finalement, de sauver des gens, c'est que du papier, 20 000 pages, 3 normes différentes. Donc, on refait 20 000 pages.
D'ailleurs, je me demande qui lit ces 20 000 pages, parce qu'il faut y aller quand même. Et donc voilà, mais je pense que c'est en train de se calmer là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on a compris finalement ce qu'on faisait, et on a des bons retours, notamment de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a compris finalement ce qu'on faisait. Et donc il faut de temps en temps se battre, mais on arrive à nos fins. À travers l'application donc de cette molécule M101 tirée de ce verre de vase, vous avez également contribué à soigner, à accélérer la cicatrisation de grands brûlés qui ont été brûlés dans le fameux bar Constellation de Crans-Montana. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très récent. C'est ça. C'est en fait entre le 31 et le 1er, donc on nous appelle, donc voilà, dans son nightclub, en fait, des jeunes sont brûlés. Donc j'ai des amis en Suisse qui m'appellent. On était le réveillon, on m'appelle, on me dit voilà, on a besoin de ton aide. Donc je me mobilise. En 10 jours, on amène nos pansements à Lausanne et en fait on utilise ces pansements sous forme de gel qui vont aller apporter de l'oxygène par la voie topique, donc permettre de cicatriser les plaies qui sont de 3e degré, en fait, qu'il n'y a plus de microcirculation, et on a évité les amputations de ces jeunes, donc les extrémités, les mains, les nez, les oreilles, grâce en fait à ces technologies. Et puis avant, on avait traité aussi un patient qui était brûlé à 85%. En 2018. Voilà, c'est ça. Oui, ça avait été très impressionnant. Oui. Est-ce que vous avez été médaillé de bronze du CNRS, je crois, il y a un certain nombre d'années. Est-ce que certains camarades scientifiques, biologistes marins ou autres, vous ont reproché de passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, en devenant un entrepreneur et de quitter le CNRS au passage? La réponse est oui. Et oui. En fait, on quitte pas. En fait, on m'a dit qu'on quittait pas le CNRS. C'est vrai qu'on se battait pour rentrer. Et puis moi, j'adorais ce que je faisais là-bas. Mais en fait, on fait sa carrière généralement au CNRS. Et donc, on m'a dit, tu as réussi ta vie, tu es chercheur au CNRS. Moi, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est ma rencontre avec le verre. Avec le verre de vase. Voilà, qui a permis d'extraire cette molécule et aujourd'hui de soigner les vies et puis d'amener cette technologie dans le monde entier. Et Franck Zal, est-ce que vous avez, au cours de votre carrière, rencontré un jain, vous savez, ces hindouistes radicaux qui supportent même pas d'ingérer un insecte et qui auraient pu vous dire, mais enfin, les développer, les élever pour les congeler, pour ensuite les utiliser pour les humains, c'est rompre les équilibres de la biodiversité et des écosystèmes. C'est un scandale. Qu'est-ce que vous lui diriez? Incroyable. Je travaille avec les Jain, donc Ami Jain, en fait, à Delhi. Et en fait, on est en train d'enregistrer ces produits pour l'Inde. Et en fait, quand on touche à la santé, on a un peu le droit de se servir. Toucher à la biodiversité. Si c'est la vie en fait qui est en jeu, on a le droit d'utiliser ces molécules. La vie humaine qui est en jeu, bien sûr. Donc elle est supérieure à la vie animale? En tout cas, dans leur façon de penser, en fait, on n'a pas de blocage particulier d'un point de vue des Jain, en fait. C'est ça, et des hiérarchies. Bon, écoutez, bon courage, puisque vous êtes le seul finaliste français avec votre société, donc pour le prix de l'inventeur européen 2026. C'est quand le verdict? Début juillet. 2 juillet à Berlin. Écoutez, on pensera à vous le 2 Merci juillet. à vous. Merci Franck Zal d'être venu dans 28 minutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Et on va passer à notre débat sur la fast fashion, la mode jetable, qui séduit de plus en plus de Français au détriment des commerçants de prêt-à-porter et de l'environnement. D'ailleurs, une loi a été votée donc hier à l'Assemblée nationale pour tenter de rendre plus cher, donc moins accessible ou moins désirable, l'ultra fast fashion. Est-ce que Chine peut aller se rhabiller? Mais est-ce que c'est suffisant par ailleurs? Que dire à des Français qui ont des revenus modestes ou à des jeunes et qui n'ont pas les moyens du prêt-à-porter et d'aller dans les magasins? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Les amateurs de bonnes affaires vont-ils se déplacer en nombre dans les magasins? Pas si sûr, car les soldes ont démarré en pleine canicule et la fast fashion propose déjà des soldes permanents avec des prix cassés toute l'année. Mais députés et sénateurs sont bien décidés à faire le tri dans les dressings. L'Assemblée nationale a adopté. Les députés ont adopté hier un texte qui vise à enrayer l'essor de l'ultra fast fashion, la mode ultra jetable, peu soucieuse de l'environnement. Le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Certaines plateformes mènent en ligne plusieurs milliers de nouvelles références par jour. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion de vêtements est enfoui ou brûlé quelque part dans le monde. Le texte, dans les tuyaux depuis 2 ans, doit être encore adopté par le Sénat lundi prochain. Il prévoit l'interdiction de la publicité ou encore un bonus-malus environnemental à la grande satisfaction du ministère de la Transition écologique. Cette industrie détruit notre santé en fabriquant nos vêtements à partir de produits nocifs qui se retrouvent au contact de notre peau à chaque fois qu'ils sont portés et qui polluent nos eaux à chaque fois qu'ils sont lavés. Mais des députés de gauche, à commencer par les écologistes, se sont abstenus lors du vote. Ils pointent un texte en demi-teinte qui ciblerait les plateformes asiatiques en épargnant des entreprises européennes notamment.
Au fil des réécritures, sous le poids des lobbies, l'ambition initiale du texte a été considérablement réduite. Il ne s'attaque qu'à une partie du problème. Des Zara, H&M, Primark, Uniqlo ne sont pas devenus des modèles de la mode durable. Alors comment la France peut-elle concrètement freiner l'ultra fast fashion? Shein, dont l'implantation au BHV à Paris a fait un flop, et l'autre géant chinois Temu, continueront-ils à vendre autant? Faut-il repenser nos modes de consommation et toute l'économie du prêt-à-porter? On va voir ce que nos trois invités répondent à cette question. Pierre-François Lelouët, bonsoir, coprésident de l'Union française des industries de la mode. Vous considérez que cette loi n'est pas une loi contre la Chine, mais contre le modèle de l'ultra fast fashion, cette mode ultra jetable. Et cette loi va permettre, selon vous, de freiner son développement. Les pouvoirs publics ont enfin pris conscience du problème. À côté de vous, Benoît Elbrun, bonsoir, professeur de marketing à l'ESCP. Vous êtes également professeur à l'IFM, l'Institut français de la mode, et co-directeur de l'Observatoire marque imaginaire de la consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès. Et selon vous, la nouvelle loi, donc, qui a été adoptée, ne va pas changer grand-chose au développement de l'ultra fast fashion. Les marques vont trouver des subterfuges pour la contourner, comme ce fut le cas avec la taxation des petits colis. Et à côté de vous, Pauline de Brabander, bonsoir. Bonsoir. Directrice plaidoyer et campagne de Zero Waste France. Selon vous, les consommateurs sont en permanence incités à surconsommer des vêtements avec des promotions permanentes. Il faut encadrer ces incitations et ça ne concerne pas que les marques d'ultra fast fashion. Et on démarre le débat avec le calendrier du jour. Oui, très long ce calendrier. Le premier vote sur cette loi anti-ultra fast fashion donc date de plus de 2 ans, le 24 mars 2024 précisément. Ensuite, la dissolution surprise de juin 2024 a bloqué le processus. Et après une longue navette parlementaire, la proposition de loi a été adoptée hier à l'Assemblée. Le Sénat doit encore se prononcer à son tour dans 4 jours pour que le texte soit définitivement adopté. Il faudra ensuite les décrets d'application, entrée en vigueur prévue a priori en septembre. Pauline de Brabander, est-ce que c'est 2 ans de perdus ou c'était le temps nécessaire au consensus? Ah non, c'est 2 ans de perdus. On aurait pu aller beaucoup plus vite. Et nous, ONG, avec la coalition Stop Fast Fashion, on a passé notre temps à demander la mise à l'agenda de ce texte, qui avait une ambition initiale qui était vraiment de cibler toute la fast fashion. Et entre-temps, il a vraiment perdu de son ambition dans les 2 ans qui se sont passés. Pierre-François Lelouët, vous direz la même chose ou vous dites, bon, il fallait qu'on arrive à ce consensus-là, donc ça a pris le temps que ça a pris? Non, 2 ans de perdu, 5 gouvernements, une dissolution, tout ça a pris beaucoup trop de temps. Pendant ce temps, les géants de l'ultra fast fashion n'ont cessé de se développer. On a heureusement en France pris le taureau par les cornes et on a la chance d'avoir un gouvernement qui a pris la mesure de l'ampleur du sujet avec toutes ces taxes et ces amendes qui ont touché les géants de la mode ultra express. On peut vraiment s'en féliciter. Et enfin, cette loi arrive. Il faut vraiment remercier les parlementaires. C'est une initiative parlementaire. Oui. Alors, on va précisément évoquer ce qu'il y a dans cette loi et évoquer avec vous, Anna, la définition juridique précise de ce qu'est la mode ultra jetable, la mode ultra express, enfin l'ultra fast fashion. Oui, cette définition, elle repose sur 2 critères cumulatifs. D'une part, le volume de vêtements et de chaussures mis sur le marché. Et en l'occurrence, Shein est directement visée avec ses 7000 nouvelles références chaque jour. Et d'autre part, l'autre critère, c'est un coefficient de réparabilité calculé à partir du prix du vêtement rapporté à son coût de réparation. Je prends un exemple. Un jean acheté sur Temu à 17 €, eh bien, sa réparation est estimée entre 15 et 35 € pour une poche ou une couture. Ce qui veut dire que réparer coûte plus cher que racheter ce même jean pas cher. C'est donc un article à faible coefficient de réparabilité. Et il y a aussi un bonus-malus écologique. Oui, les entreprises vertueuses qui soutiennent la mode durable pourraient bénéficier d'un bonus sous forme de prime, mais nous n'avons pas plus de précision à ce stade. Et à l'inverse, les entreprises d'ultra fast fashion se verront appliquer un malus à partir du 1er septembre 2026 sur le principe du pollueur-payeur, malus qui pourra aller jusqu'à 50% du prix hors taxe dans la limite de 10 € par pièce. Autre exemple, donc, Shein pourrait payer une pénalité de 6 € sur cette robe à 12 €, et cela pour l'intégralité de ces articles achetés et livrés en France. Au total, selon le ministre du Commerce Serge Papin, cela pourrait représenter une pénalité de 100 millions d'euros. Benoît Elbrun, est-ce que ce malus, en fait, il peut vraiment faire peur à ces marques et les freiner véritablement dans leur développement? Alors, faire peur, je ne crois pas, parce que je crois que rien ne leur fait peur. Par contre, je pense que c'est un argument rédhibitoire parce que là, on bascule dans un autre système de prix et on rentre dans un autre univers concurrentiel. Donc, effectivement, ça peut être un argument
argument très impactant. Est-ce que 10 €, par exemple, c'est dissuasif pour un consommateur? Est-ce que c'est pas la même chose que pour les petits colis, 2 €? On se disait finalement, c'est pas si dissuasif. Je pense que c'est dissuasif parce que d'une certaine façon, ces marques-là, elles résolvent une contradiction à laquelle sont confrontées un certain nombre de familles, qui est que il faut habiller les enfants. On a un imaginaire autour de la nouveauté, il faut être à la mode et dans le vent, etc. Et puis en même temps, il y a des problèmes budgétaires. Donc, encore une fois, le succès d'une marque, pour moi, c'est toujours la capacité à résoudre une contradiction culturelle. Et là, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous en dites à propos de ça, à propos de... Je pense que 10 €, c'est énorme, surtout quand ça se cumule avec une taxe petit colis à 2 €, avec un droit de douane à 5 € maintenant qui va se mettre en place en Europe aussi. Mais pardon, ils ont trouvé des voies de contournement, par exemple, sur les petits colis, ça passe par la Belgique. Là, il n'y aura pas de voie de contournement, vous pensez? Écoutez, moi, je pense que ce qui est très important, c'est que maintenant, on a un éventail de solutions. On a développé en France tout un arsenal qui fait quand même que leur vie est beaucoup plus compliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était. Et comme elle est plus compliquée, c'est beaucoup plus cher pour eux de développer leurs opérations en Europe. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça va redonner de l'oxygène au marché et aux marques européennes. Et on en est tous vraiment ravis. C'est pas la même chose. Et c'est nécessaire parce que les détaillants et les marques européennes sont dans une situation critique. Ça fait 15 ans que le marché de la mode baisse en France. Donc il faut se le redire. Malheureusement, les arbitrages budgétaires de nos concitoyens ne sont pas favorables à la mode. Et en revanche, les volumes explosent à cause de ces acteurs de l'ultra fast fashion. Donc 43 vêtements achetés par an par citoyens français. Sont-ils portés, ces vêtements? Non, ils sont même jetés directement. Et ça a explosé à cause de Chine et tout ça? C'était pas le cas avant. Bien sûr. Ça a explosé à cause de Chine, en particulier, et pas que, et de tous les concurrents, les Temu, les Little Little Chic, les AliExpress, etc. Donc l'explosion des volumes, elle est principalement due à tout cela, avec des conséquences absolument terribles, pas simplement sur le plan économique pour les marques françaises, mais aussi sur le plan social et sur le plan environnemental. Moi, je ne vais pas forcément être d'accord avec cette partie-là, mais pour nous, en fait, l'explosion des mises en marché, c'était bien avant l'ultra fast fashion. La fast fashion traditionnelle a déjà transformé le marché de la mode depuis 30 ans, 40 ans. Avec des marques comme Zara, H&M, voilà, pour les nommer. Voilà, on peut en citer quelques-unes, mais dans les faits, ces acteurs-là ont déjà délocalisé les emplois de production, ont fait appel à la délocalisation dans des conditions parfois désastreuses. Il y a eu des enquêtes de Decathlon, sur Decathlon, dans Disclose par exemple, qui montraient les conditions de travail. Ce genre de choses, ça a déjà été transformé. Aujourd'hui, l'ultra fast fashion ne fait que amplifier ce phénomène parce qu'ils vont plus vite, parce qu'ils ont recours à l'intelligence artificielle. Enfin, il y a plein de raisons. Mais dans les faits, en fait, quand on regarde les chiffres entre 2014 et 2024, avant même l'arrivée vraiment pleinement sur notre territoire de l'ultra fast fashion, on avait déjà plus 40% de mise sur le marché en 10 ans. C'est pas uniquement l'ultra fast fashion. Et juste avant que vous réagissiez sur le bonus écologique, sur les bonus, des primes qui sont prévues par la loi, bien sûr, bien entendu en faveur. Il faut rendre accessibles les marques les plus vertueuses au plus grand nombre. Et ces bonus, à mon avis, on attend encore les décrets d'application, mais on appelle à ce qu'ils soient les plus ambitieux. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de seuil, il n'y a rien du tout. Non, mais enfin, moi, je suis absolument choqué que nos amis de la gauche n'aient pas voté cette loi. Je suis désolé. Cette loi, on ne peut pas comparer. Et je ne suis pas un défenseur de la fast fashion. Moi, je suis un défenseur du Made in France et des marques Made in France. Mais on ne peut pas comparer un modèle économique avec 7000 références par jour, comme celui de la mode Ultra Express, avec un modèle économique avec 500 références par jour. Entre H&M, Zara et consorts et Shein, Temu et consorts, c'est du x10. C'est le volume. C'est du volume. Et c'est pas les mêmes matières. Quand vous allez chez Kiabi, c'est du coton et c'est souvent du coton bio et c'est des magasins avec des employés dans les magasins. Quand vous allez sur Shein, c'est du polyester dérivé du pétrole qu'on n'arrive pas à recycler. C'est pas la même chose. Benoît Heilbronn. Alors, je pense que ce qui est important dans la discussion, c'est qu'on est face à des effets de structure qu'on ne peut pas résoudre avec des rustines. Ça, c'est la première chose. Donc, la mode, ça vient de très très loin, ça vient du 17e, et on n'a fait qu'accélérer ce modèle. Et en fait, des marques comme Shein ne font que récupérer ce modèle. Vous dites c'est un monstre utile. Vous dites à propos de Shein, c'est un monstre utile. Utile pour qui? En fait, c'est utile parce que ça permet de préserver le visage d'un capitalisme humain. À visage humain? À visage humain, d'un capitalisme qui est responsable. Alors que, en fait, on ne parle pas des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est quoi? C'est le travail forcé. C'est plus de 26 millions de personnes dans le monde qui subissent le travail forcé, qui rapporterait, selon le Bureau international du travail, de l'ordre de 240 milliards de bénéfices. Donc vous comprenez bien que les acteurs n'ont absolument pas intérêt à ce que le système change.
Et ça, c'est vraiment problématique. Et après, sur les critiques qui ont été formulées, je rappellerai que Chine a une toute petite part de marché en France. On est à moins de 3%. Ça, c'est une première chose. Sur la composition des vêtements, je rappelle que 70% des vêtements vendus dans le monde sont faits à partir du pétrole. Mais ça veut dire, pendant que cette loi, pour vous, elle devrait s'appliquer aux marques européennes de fast fashion. Oui. Alors ce n'est pas. Alors que pour vous, Monsieur Lelouet, pas du tout. Il fallait que il y a une différence. Non, pour moi, c'est un premier pas. Pour moi, l'urgence, c'est l'ultra fast fashion. Parce que ce qui a déstabilisé l'ensemble de notre économie et de notre société, ça a été l'apparition de ce nouveau modèle de distribution et de production qui est absolument intolérable. La priorité, c'est ça. Aujourd'hui, cette loi, c'est un premier pas. C'est la première fois qu'un pays légifère sur la mode. C'est la première fois que la mode devient un sujet de société et pas simplement un sujet économique, et que ça devient un sujet environnemental. La France est en train de donner le là à l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui même, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne se sont accordés pour demander à la Commission européenne que la Commission et que l'Europe prennent les éléments de la loi française pour pouvoir les élargir à l'échelle européenne. Vous y croyez? Mais bien sûr, j'ai rassemblé 22 fédérations européennes de la mode à Paris en septembre dernier. Elles reviennent en septembre prochain pour demander la même chose à Paris. Encore une fois, il y a un vrai mouvement européen. L'Europe donne le là. C'est une ça très bonne pourrait s'élargir, nouvelle. dites-vous, à d'autres marques de la fast fashion. Si elles ne sont pas vertueuses, c'est normal. Ce qui est sûr aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que ces acteurs de la mode ultra express, la Chine, elles ne respectent pas les lois européennes et c'est pour ça qu'elles ont des amendes. Et justement, ça cible principalement les marques chinoises. Et le ministre des PME et du Commerce français l'assume totalement. Écoutez. Il y a un coût pour nos infrastructures, il y a un coût pour la société. Donc c'est normal que ces plateformes payent ces produits qui sont la plupart du temps qui ne respectent pas nos codes de la consommation, qui sont des produits jetables. Ce qu'on veut, c'est qu'on cible les plateformes. C'est ciblé sur les plateformes chinoises. Et justement, ça, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. C'est donc pas pour pénaliser les commerçants français. Mais Pauline de Brabander, quand on écoute le ministre Papin, on se dit que c'est davantage une loi protectionniste qu'une loi écologique. C'est ça le premier objectif. On est entièrement d'accord avec vous. Au niveau de Zero Waste France, on pense vraiment que c'est une loi qui avait une ambition première, vraiment environnementale à la base, et qui s'est transformée au fur et à mesure de son parcours. Mais qui aura des vertus écologiques quand même, vous diriez? Aujourd'hui, en fait, ça reste à mesurer. Ça aura des vertus protectionnistes, ça c'est sûr, envers la mode française et européenne. Pour la protéger Par contre, de la Chine. aujourd'hui, quand on voit justement 500 nouvelles références par jour pour des marques françaises et européennes, ça ne va pas non plus. En fait, c'est pas un seuil acceptable en termes de gaspillage de ressources. C'est ça qu'on dit pas. Donc, sur le plan environnemental, non, ça ne va toujours pas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On aurait pu mettre des critères. Par exemple, on parlait des malus. On aurait pu mettre des malus, à la fois certains plus forts pour l'ultra fast fashion et d'autres un peu moins forts pour la fast fashion classique. Ça aurait été complètement possible. Et des quotas sur les volumes, par exemple? Ça aurait été dans un monde idéal, bien sûr. Nous, ce qu'on demandait, c'est effectivement une réduction, une trajectoire de réduction des mises en marché. Moi, je ne veux pas stigmatiser. Je pense à tous ces vendeurs dans les boutiques de France, dans les boutiques des centres-villes et pas que, qui se battent, qui construisent des jolies silhouettes. Je pense à tous ces stylistes qui travaillent dans les marques européennes. Moi, la création par intelligence artificielle made in China avec zéro paiement d'impôts en France, etc. Encore une fois, je pense que ça n'est absolument pas comparable avec tout ce qui existe. Je ne pense pas qu'il faille dépeupler encore les centres-villes de France. Je ne pense pas qu'il faille dire à tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent à la rentrée des classes, non, vous ne devez pas aller dans ces boutiques de banlieue pour acheter des vêtements neufs à vos enfants. Il faut aussi soutenir la marque la seconde main, c'est une évidence. Il y a plein d'alternatives qui existent. Encore une fois, voilà. Mais alors ça, il va loin quand même, cette proposition de loi, puisqu'il y a une interdiction de la publicité qui est prévue, y compris par les influenceurs, comme cette jeune femme qu'on voit sur TikTok avec près de 800 000 followers et qui fait la publicité avec référence à la pluie des vêtements de produits de Chine, France. Est-ce que, alors, ça pourrait, Benoît Helbrin, être retoqué par l'Europe, parce qu'on irait un peu trop loin dans des attaques contre la libre concurrence. Est-ce que la publicité, c'est un facteur important pour lutter contre la fast fashion et le fast fashion? C'est un facteur important, certes. Est-ce que ça pourrait être retoqué? Je n'en suis pas sûr. Mais pour moi, le mal est déjà fait, si je puis dire. Pourquoi? Parce que, en fait, Chine a une notoriété en France de 98%. C'est-à-dire, c'est la notoriété de Coca-Cola. Tout le monde connaît Chine.
Et c'est un marché qui est drivé par la notoriété. Peu importe ce qu'en pensent les gens. 48% des Français ont une image négative de Chine. 45% pensent que ce sont des produits de qualité médiocre, ce qui n'empêche pas d'acheter. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît très bien en marketing. Et l'augmentation des prix ne peut pas changer cela, justement? Alors ça peut, mais ça, c'est un facteur, justement, qui n'est pas le facteur publicitaire. C'est la différence entre l'attitude et le comportement. Je peux avoir une attitude négative à l'égard d'une marque et pourtant continuer à acheter cette marque. Et en fait, ce qui drive ces marques-là, encore une fois, c'est la notoriété, parce qu'on est sur le marché de l'impulsion. Quand on achète des biscuits, des chewing-gums, il faut être dans l'ensemble de considérations, c'est-à-dire l'ensemble des marques que les consommateurs pensent acheter. Marketing qui vous parle. Et donc le mal est fait, parce que après qu'on ajoute ou pas du contenu, ça va pas changer grand-chose, parce que ce qui compte, c'est la présence à l'esprit, la disponibilité mentale. Ça veut dire, Pauline de Brabander, qu'il fallait aller plus loin et interdire carrément Chine et l'accès à ces sites-là? Alors, nous, on n'est pas forcément spécialisés sur ce genre de demande non plus, parce qu'on sait très bien que dans le monde libéral dans lequel on vit, c'est pas forcément des demandes entendables. Par contre, nous, ce qu'on va demander, ça va être d'encadrer davantage toutes les incitations à surconsommer sur ces sites et de les interdire, à savoir les prix barrés, les jeux en ligne qui vous demandent de vous connecter tous les jours, qui fabriquent une addiction, les promotions permanentes. Il y a encore 20 ans, on avait 2 périodes de soldes en France. Aujourd'hui, on a des ventes privées toutes les semaines, et pas que sur Chine, partout. Donc ça, c'est un enjeu, d'encadrer ces incitations à la surconsommation, parce qu'on est captif de ce système, et pour s'en extraire, c'est très compliqué. Et puis après, je pense qu'il y a un élément aussi important, c'est que si on interdit la publicité, si on interdit le financement des influenceurs, on ne peut pas interdire les consommateurs de discuter de ces marques sur les plateformes. Et ça, c'est ce que des marques comme Lidl ont très bien compris, c'est que le principal moyen pour ces marques, pour se valoriser, c'est de s'appuyer sur le consommateur qui, de toute façon, a toujours été le premier média des marques. Alors, on va évoquer avec vous trois le recyclage. Est-ce que c'est une solution? Et on va utiliser une archive pour voir les limites de ça. Justement, c'était pour limiter les effets de la fast fashion. Le recyclage, on le met en avant, mais le stade ultime de ce recyclage, qu'on pense vertueux a priori, c'est souvent des tonnes de vêtements qui sont expédiés à l'autre bout du monde. Regardez, ça se passait au Ghana en 2021, c'est notre archive. Les vagues de l'océan Atlantique les rejettent inexorablement sur les plages, où ils viennent s'entasser sur des centaines de mètres. Des milliers de vêtements portés autrefois chez nous en Occident finissent leur vie ici et polluent toute la côte. Alors, d'où viennent ces vêtements? Chaque jour, le pays en reçoit 160 tonnes par bateau. Ce sont en fait des vêtements usagés qui ont été donnés à des associations en Europe ou aux États-Unis, mais dont plus personne ne veut dans les pays développés. Des entreprises internationales de recyclage les envoient ici finir leur vie. Chaque année, c'est l'équivalent de 50 milliards de t-shirts qui sont jetés. Au moins 1 sur 8 échouera sur les plages et dans les décharges africaines. Pierre-François Louette, on pensait que le recyclage, justement, c'était une piste, une solution contre la fast fashion. Le gouvernement lui-même avait mis en place des bonus réparation textile, 7 € pour un rapiècement. En fait, ça finit là, dans ces décharges à l'autre bout du monde. Je vais vous dire, ça finit même plus là. Parce qu'ils n'en veulent plus, ils ont bien raison de plus en vouloir. Donc c'est chez nous, c'est enfoui. Ça, c'est une horreur. Non, c'est chez nous et c'est parfois même dans des hangars où on ne sait pas quoi en faire. Donc ce qu'il faut en faire, c'est développer en France une filière industrielle du recyclage. Et c'est ce à quoi Refashion, qui est notre organisme de collecte et de recyclage, sert. Mais malheureusement, il y a plein de sujets. Donc là aussi, les pouvoirs publics ont pris conscience de la faillite du système actuel, réécrivent un cahier des charges pour faire en sorte que l'on puisse enfin financer cette filière du recyclage industriel en France. Voir ça, c'est absolument scandaleux. Exporter nos déchets, il y a 5 ans. Mais c'était encore là l'année dernière, c'est une horreur. Nous ne pouvons pas agir avec aussi peu de responsabilité. Mais Pauline de Brabander, là aussi, Vinted, une application que tout le monde utilise aujourd'hui, qui est le premier fournisseur de vêtements, on pensait aussi que ça permettait de recycler, de donner une nouvelle vie aux vêtements. En fait, non, ça incite à en acheter? Alors, il y a les deux, mais effectivement, ça permet en partie de réemployer une partie des vêtements, mais ça permet aussi de donner une excuse pour racheter les nouveaux, forcément, puisqu'on se débarrasse de l'ancien. Mais ce qui pose question, c'est en fait la qualité aussi des vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une perte de qualité des vêtements. On a des vêtements qui ne sont pas de la même matière. Le polyester, ça va se déformer. On va avoir une durée de portée, le nombre de jours de portée qui est beaucoup plus courte aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, c'est un enjeu, cette durée de vie des produits. Et en fait, je représente
précise juste, aujourd'hui, il y a une filière de recyclage qui se développe, mais en attendant, tout part à l'incinération en France. Aujourd'hui, on brûle les vêtements et qui finissent vraiment brûlés. N'oublions pas que notre culture consumériste, en fait, elle est structurée autour d'un principe judéo-chrétien qui est la faute et la culpabilité. Donc il faut toujours s'absoudre d'une façon ou d'une autre. C'est la fonction de la recyclabilité. Il est évidemment impossible de recycler du polyester. On ne peut que le brûler. Donc ça, c'est un mythe qu'il faut absolument démonter. Et donc il faut travailler sur les imaginaires. Et donc c'est tout un travail éducatif. Ça doit passer par l'école pour essayer de contrer cet imaginaire de la nouveauté, de sortir de cet imaginaire culturel qui structure la société de consommation, qui est que c'est cette soif permanente du nouveau qui est en train de nous intoxiquer. Donc leur instiller la notion de sobriété, de réparation, par exemple, de qualité. Et la qualité de la durée de la relation avec un objet qu'on va pouvoir réparer, par exemple son vélo. Et ça, c'est... Pareil pour le vêtement. Ça va prendre 25 ans. Une génération. Voilà, une génération. Pierre-François Lelouette, il y a aussi une nouvelle marque qui s'appelle Lefties, qui appartient au groupe Inditex espagnol, qui vient d'arriver en France. C'est du Zara low cost. Donc on veut bien consommer durable. Mais en même temps, il y a des nouvelles marques qui arrivent sur le marché et qui, quelque part, empêchent de le faire pour des questions de pouvoir d'achat. Oui, écoutez, moi, ce que je préfère, c'est les nouvelles marques qui arrivent, qui sont des marques éthiques. Je pense à Atelier Tuffry, je pense à 1083, je pense au Slip français, je pense à Fago. C'est un problème de pouvoir d'achat, non ? Par portée. Parce que quand vous faites les calculs... Parce que durabilité, durabilité, je reprends les propos de madame. Quand vous achetez un jean 120 € et que vous le gardez pendant 15 ans, je peux vous assurer qu'il faut vraiment... Il faut que vous sortiez 120 € tout de suite, oui. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Français. Je l'admets, c'est vrai. Mais sortir 15 € tous les mois parce que votre jean a craqué, c'est pas non plus la bonne solution. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre. On verra ce qui se passe le 1er septembre, si c'est adopté, si c'est mis en pratique ou pas. Et puis vous reviendrez pour refaire un débat sur la fast fashion. Amis sénateurs, votez cette loi, c'est lundi. Regardez la caméra, elle est là. Merci encore. On va rester dans l'actualité, vu par Xavier Baudieu et Marie Bonisseau. On évoque des images absolument renversantes de beauté, prises grâce au télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne. Des images qui révèlent le bulbe galactique, le cœur de la Voie lactée. C'est assez phénoménal. Et au Royaume-Uni, vit ma vie de lombric. 18 volontaires ont vécu plusieurs semaines comme des chevreuils, des loutres, des faucons ou des lombrics, donc pour comprendre ce que c'est que vivre si on appartient à la faune sauvage et qu'on est menacé, encerclé par l'homme. Mais d'abord, le mot vedette du jour, sitcom, c'est entendu. Vous vouliez nous parler d'une sitcom. Aujourd'hui, on va parler des sitcoms. C'est quoi une sitcom? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Sitcom, mot valise américain composé des apocopes de situation et comédie, traduisible par comédie de situation, désigne un genre de série télévisée diffusée par épisodes brefs qui font la part belle aux comiques de situation. Vendredi 19 juin, le père de la sitcom moderne a tiré son irrévérence à l'âge de 85 ans. Le réalisateur californien de légende, surnommé le Spielberg des sitcoms et nommé 62 fois au César de la télé américaine, les Emmy Awards, est à l'origine de séries mythiques dont la plus célèbre, où les vedettes gagnent $1 million l'épisode, a rassemblé 52 millions de téléspectateurs lors de la finale en 2004. Si le mot sitcom entre dans le dictionnaire en 1956, la sitcom 0 est apparue en 1947, tandis que la sitcom matricielle, celle qui a défini le genre, est née en 1951. Chronique de la vie d'un couple new-yorkais, lui musicien cubain, elle aspirante actrice, qui devient le programme télé numéro 1 aux États-Unis, elle est tournée à 3 caméras en public. La sitcom authentique est donc un genre de pièce de théâtre où tous les décors sont côte à côte. Le jeu, les dialogues et la mise en scène sont travaillés et ajustés en début de semaine. Et le vendredi, l'épisode est enregistré devant une centaine de spectateurs survoltés grâce à un chauffeur de salle et rarement avares en rires et applaudissements. Car ces tribulations amicales, familiales ou professionnelles tournées en dérision sont un modèle de fordisme humoristique. Un journal sérieux a établi que la reine des sitcoms défouraille à la cadence de 6,06 blagues par minute, soit à raison de 22 minutes par épisode, fois 24 épisodes par saison, fois 10 saisons. Et voilà.
Hein? Impressionnant, non? Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, vous revoilà pour vos chroniques. Alors, ça va être un espèce de moment de splendeur grâce aux images captées par Euclide, le télescope de l'Agence spatiale européenne. Elles ont été prises en mars, mais il a fallu, les mettre en état, les décrypter. Et c'est le bulbe galactique Ah oui, à l'intérieur on est au cœur de la Voie lactée. 65 millions d'étoiles. Merveilleux. Et on parle de quoi? D'étoiles, Elisabeth. Le 19 juin 1817, l'astronome William Herschel présente pour la revue scientifique de la Royal Society à Londres le résultat de ses observations sur la nature et l'étendue de la Milky Way, c'est la Voie lactée. Alors, c'est un vieux monsieur à ce moment-là, il a 79 ans, il a gardé toute son acuité d'analyse. Lui qui, 36 ans plus tôt, avait connu une renommée internationale quand il avait annoncé au monde avoir découvert une nouvelle planète, c'est lui qui a découvert Uranus. Pas rien quand même. Hein. Rien. Alors en plus, il a un destin vraiment fou parce qu'il était né en Allemagne, à Hanovre, et il n'avait pas du tout la vocation d'être un scientifique. Il est musicien. Et quand il se rend en Angleterre, c'est pour faire la musique, hein, c'est pour composer de la musique, c'est pour diriger des orchestres. Sauf que lui, sa passion, ce sont les étoiles. Et donc, il voudrait un télescope, sauf qu'il ne peut pas, parce qu'un télescope, ça coûte une fortune. Donc, il le fabrique lui-même. C'est un bricolage de génie, sauf qu'il arrive à faire ce télescope qui atteint une précision rarement atteinte. Donc, c'est par un astronome amateur que nous avons un bouleversement de notre manière de regarder le monde. Peut-être parce qu'il est amateur. Eh ben oui, c'est vraiment ça. Non, mais vraiment, parce que comment vous dire, pendant longtemps, la Voie lactée, c'est un peu, comme votre chemisier, Elisabeth. Vous voyez, on regarde, on dit c'est une nébuleuse, c'est quelque chose comme ça. Sauf que à partir du XVIIe siècle, et avec Galilée en 1610, on regarde précisément à la lunette et on voit que ce sont des fleurs, plein de petites fleurs. C'est pareil pour la Voie lactée. Galilée, il montre que c'est un agglomérat d'étoiles. Donc, très bien, on sait ce que c'est, sauf que l'on ne connaît pas encore sa forme. Et on réfléchit à sa forme. Le philosophe Emmanuel Kant, c'est un contemporain de William Herschel, dit qu'il s'agit probablement d'un disque. C'est très intelligent, mais c'est une spéculation, c'est une approche philosophique. Herschel, lui, observe. Et il n'observe pas seul, parce qu'à ses côtés, il a Caroline. Et Caroline, c'est sa sœur, qui, elle aussi, est musicienne, et donc, à part le fait, elle devient astronome. Caroline a un rôle considérable dans la constitution d'un catalogue, parce qu'à eux deux, ce sont des milliers d'amas stellaires qui sont identifiés. Donc, ils proposent une forme pour la Voie lactée. Alors, cette forme, elle n'a pas les contours réguliers, c'est pas un disque. Ils imaginent des étoiles uniformément réparties. Alors, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'ils se sont trompés sur un point, c'est-à-dire qu'ils considéraient que les étoiles étaient toutes similaires. Et que si certaines brillaient moins, c'est qu'elles étaient plus loin. C'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que les étoiles ne brillent pas de la même manière. Mais en tout cas, ce frère et cette sœur ont proposé une nouvelle manière de regarder l'univers par l'observation et pas par la spéculation. L'astronomie quitte le champ de la philosophie, une association frères-sœurs, stellaire de famille. Absolument. Et vous prenez 2 mois de vacances et vous nous faites un bouquin sur les frères et sœurs Herschel, Caro and Bill. Merci Xavier. Bon, Marie, dans la campagne anglaise, des volontaires ont passé 1 mois et demi en vivant la vie d'une loutre, d'un lombric ou encore d'un faucon. Ouais. Vis ma vie de loutre. C'est formidable. De faucon, de saumon aussi, il y avait, et vers de terre. Mais oui, c'était l'expérience particulière et même pionnière, nous dit le Guardian, proposée à une vingtaine d'humains de Somerset, c'est un comté rural qui est au sud de Bristol. Et donc ces humains ont essayé de se mettre dans la peau de la faune de la rivière du coin, qui s'appelle la Tone River, pour aider les scientifiques à cartographier précisément les risques de cette zone naturelle très, voire trop fréquentée par les humains et par leurs chiens. En tout cas, c'est ce qu'a ressenti Anita, qui avait fait le choix d'être loutre, pour leur caractère joueur et féroce. C'est ce qu'elle a expliqué. Donc Anita, on lui a demandé de se concentrer sur les vibrations, parce que les loutres perçoivent énormément de choses grâce à leurs petites pattes et à leurs vibrisses. C'est les poils de nez. Voilà, alors ainsi, donc, après avoir longuement cherché la berge adéquate pour accueillir ces excréments, pas quelque chose que je fais habituellement, a-t-elle précisé, cette loutre humaine, Anita, a été frappée par le vacarme assourdissant et les vibrations intenses des trains qui passaient sur la voie ferrée à côté de la rivière, frappés aussi par l'omniprésence des chiens qui fouillent partout, qui font du hors-piste pendant que leur maître sifflote sur les sentiers balisés. Et ces chiens, ils ont empêché Anita de chasser tranquilloutre. Ça, c'est pour Xavier. Voilà. Si j'avais été un humain, conclut Anita,
J'aurais trouvé que la présence des chiens dans la rivière est un problème pour les loutres parce qu'ils ont des traitements anti-puces et que ça pollue l'eau. Mais en tant que loutre, mon ressenti a été moins intellectuel que viscéral. J'ai haï les chiens, a-t-elle expliqué. Alors, il y a un nom allemand pour ça, je me lance, Umwelt. C'est l'environnement sensoriel propre à une espèce. On le traduit parfois en français par monde propre. Et c'est justement en essayant d'approcher le plus possible ces mondes propres que nos volontaires britanniques ont aidé les scientifiques, mais se sont aussi dit plus motivés que jamais pour revitaliser cette rivière et sa faune. Avec un seul petit regret, Hélène, le faucon, n'a pas pu s'envoler. La fauconne. Voilà, il y a des limites à l'empathie, on n'allait pas réinventer l'avion. Ça aurait plu au philosophe Baptiste Morisot, tout ça. Bon, merci Marie, merci à tous. Demain, 20h05, Renaud Dely aux commandes du club. On se retrouve lundi et on en profite pour remercier toutes les équipes saisonnières, puisque c'est bientôt l'été, qui préparent l'émission. Les caméramans, les deux caméramans qui aiment nous filmer, vous vous rendez compte, ils sont fous, ils sont masochistes. Les fichistes, les documentaristes, la rédaction. Merci à tous. Hip hip hip. Hurrah pour vous. Tchuss, à lundi.